Bienvenue à toutes pour cette rencontre organisée par PDF Québec pour souligner la Journée internationale des droits des femmes qui se tient à tous les 8 mars chaque année. Selon le Conseil du statut de la femme, cette journée a comme objectif de dénoncer les discriminations, les inégalités et les violences vécues par les femmes. Il s'agit d'un moment propice à la réflexion et à la recherche de solutions, donc chercher des solutions visant à améliorer la condition de chacune des femmes tout en soulignant le chemin parcouru. Notre rencontre se déroulera en 3 parties, lesquelles vont répondre à 3 questions principales qu'on va poser au mouvement des femmes, à savoir: d'où venons-nous? Deuxième question, où en sommes-nous? Et enfin, que voulons-nous pour l'avenir, pour le mouvement des femmes? Martine Breuillot va animer la première partie de notre rencontre. À toi, Martine. Bien, merci Michel. Bonjour à toutes et à tous. On n'a pas vu d'hommes encore, mais je soupçonne qu'ils se cachent derrière leurs femmes. Donc, nous avons 4 invités, comme vous l'avez vu annoncé sur notre infolettre. De ces 4 invités, 3 aujourd'hui sont avec nous, mais Madame Jeannette Bertrand, qui ne pouvait pas être là avec nous aujourd'hui, nous a permis de faire un tournage d'une entrevue qu'on a fait il y a quelques jours avec elle. Je vous propose de regarder l'entrevue immédiatement. À tout à l'heure. Aujourd'hui, pour la fête des femmes, souligner la fête des droits des femmes, pour moi, tu es l'exemple premier, le plus important. Merci. Merci beaucoup. Madame Jeannette Bertrand, merci d'avoir accepté notre invitation à PDF Québec. Je ne peux pas vous refuser. C'est gentil. Et puis, on est reçu dans un beau restaurant, le Tage. Oui, je viens souvent. Mm-hmm. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va fêter une nouvelle journée internationale des droits des femmes. Ah oui. Évidemment, Jeannette Bertrand, vous êtes l'emblème québécois des droits des femmes que vous continuez à débattre, à combattre. Je pense depuis ma naissance. J'ai eu le malheur de naître après 3 garçons. Et je me suis rendu compte, dès mon jeune âge, qu'il y avait double standard. Et que ça me fatiguait beaucoup de ne pas être un garçon. Puis je ne pouvais pas être un garçon. Alors, toute ma vie, j'ai essayé de prouver à mon père qu'une fille, ça valait un garçon. Pas plus qu'un garçon. Ça valait la même chose. C'est un être humain. 2 êtres humains. Qu'est-ce que vous avez fait pour lui prouver ça? Pardon? Qu'avez-vous fait pour lui prouver ça, votre papa? Je lui prouve encore. Je lui prouve. Il est mort depuis des années, puis je lui prouve encore. Je me rends compte que je suis encore en train de lui prouver. Tu vois, papa, là, où je suis rendue, là? Vois-tu, là? Une fille, ça peut faire ça. Parce que quand j'ai demandé à mon père de faire des études à l'université, il m'a dit, veux-tu un manteau de chat sauvage? C'était la grosse mode, ça commençait. Alors, j'ai dit non, je vais aller à l'université. Après ça, il m'a dit, veux-tu un canot? Parce que je rêvais d'avoir un canot. J'ai dit non, je veux aller à l'université. Il m'a dit, tu le sais, tu vas laver des couches toute ta vie. Pourquoi tu vas à l'université? Alors finalement, il m'a permis d'aller à l'université, il a payé pour moi, mais c'était comme un caprice. J'ai dit, elle va se tanner. Je me suis pas tannée. Et puis, c'est ça que on dirait que le double standard, ça passait pas dans mon estomac. Ça n'a jamais passé. Qu'un garçon ait des faveurs parce qu'il est gars, alors que la fille ne l'a pas. Alors, je me suis battue toute ma vie, comme ça. Alors, comment aujourd'hui vous voyez que ce féminisme universaliste, parce que pour vous, ce sont les femmes et les hommes du monde entier. Ah oui, mais oui, c'est vrai, mais oui, ce que je vois, c'est qu'on a fait énormément de chemin. Parce que moi, je viens de la Grande Noirceur. Et quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas eu de Grande Noirceur, il est pas né dans les années du Plessis. C'était la Grande Noirceur. Les autobiographies que j'ai reçues en grand nombre, 2000, m'ont prouvé qu'on était d'une ignorance et qu'on nous gardait ignorantes, les filles.
Parce qu'on sait que quand on est instruit, dès qu'on est un peu instruit, on se rend compte qu'on se fait avoir, et qu'on se fait avoir par l'Église, par le gouvernement, puis que c'est... Alors, bon... Mais qu'est-ce que je pense qu'on a fait, pour répondre à votre question, d'énormes sauts. On est allé tellement vite que les gars sont pas capables de nous suivre. Ils comprennent pas. Ils sont encore, ben voyons, qu'est-ce qu'il prend à elle. Et les filles ont changé. Et si les gars ne changent pas, ils vont se retrouver tout seuls. Parce que moi, je connais beaucoup de très jeunes filles qui ne se disent pas féministes, mais qui le sont. Elles le sont. Je pense qu'elles ne veulent pas dire le mot. Bon, je les comprends. Je comprends ça. Moi aussi, j'aime pas beaucoup faire partie d'un groupe, mais elles le sont. Elles le sont parce que leur mère travaille, parce qu'elles vont pas retourner à la maison. Il y en a quelques-unes qui vont retourner, mais la majorité, les femmes ont de la place partout au monde. C'est sûr que quand elles parlent, on leur coupe la parole encore. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a encore ce ton qui monte. Ce ton qui monte quand tu parles avec un homme, un ton qui veut dire de quoi tu te mêles, là, tu sais, de quoi tu te mêles. Alors qu'elle donne tout simplement son opinion, on n'est pas habitué. Bon, mais et je suis pas inquiet des garçons non plus. Les jeunes garçons, moi j'ai beaucoup de garçons dans ma vie parce que j'ai des petits-fils. Et quand je les regarde aller avec leurs enfants, c'est inouï. Moi-même, quand j'étais jeune avec des enfants, c'était moi qui s'occupais de tout. Puis c'était normal, c'était comme ça dans ce temps-là. Mais là, maintenant, l'homme s'est dit, il y a du bonheur là, il y a du plaisir là, pourquoi j'en profiterais pas? Va pas dire à un de mes petits-fils, tu gardes tes enfants, ça les insulte. Hey, je la garde pas, c'est à moi. On est habitué à dire, papa, il garde son petit, papa va chercher son enfant à l'école. Ben oui, mais c'était lui. Maintenant, tu te fais dire, ben oui, mais c'est à moi, là. Alors, certains hommes, il y en a beaucoup. Alors ça me donne espoir. Si on compris ça, qu'il y a du bonheur à être avec les enfants, il y a peut-être du bonheur avec une femme féministe. Qu'elle le dise, qu'elle l'ait ou pas. Alors, ce que vous venez de nous dire, là, c'est l'évolution d'un féminisme qu'on nomme pas forcément. C'est ça. C'est le mot qui est devenu péjoratif, je sais pas comment. Parce qu'on pense toujours qu'une féministe, c'est nécessairement enragée. Mais pas du tout. Moi, je suis une féministe. Je n'ai pas enragée du tout. C'est rare que je fais des colères, je m'en souviens pas. Alors, moi, je suis pas mais je tiens à être dans la vie, à avoir ma place à côté d'un homme. Moi, j'ai été 30 ans avec mon ex et ça fait 40 ans. 4, 5, 6, 7, ça fait 70 ans que je vis avec un homme. C'est quelque chose. Puis j'aime les hommes, moi j'aime le couple. Je pense que dans un couple, on est bien. C'est surtout les couples qui vieillissent, c'est merveilleux. On a enlevé toutes les petites jalousies, toutes les petites affaires. On est ensemble, puis on veut vivre ensemble. Alors ça, c'est le fun. Vous parliez des jeunes tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que vous... Elles ne se disent pas féministes forcément. Non. Mais vous dites, elles le sont. Mais elles le sont. Dans leur façon d'agir, dans leur façon d'agir. Mais dans tout. Elles ont compris qu'elles sont les égales. Que quand on leur donnait la chance d'étudier, elles étaient bonnes. Alors qu'on a passé... Tout le monde avant nous disait que les femmes ne pouvaient pas étudier, que les femmes n'étaient pas aussi fortes. Les médecins disaient... T'as pas assez de force pour aller bûcher. Tu sais, on nous avait fait ennemis. Alors qu'on est fait sur la terre, on y passe tellement peu de temps qu'il faut être ami avec l'homme avec qui on vit, avec les autres hommes aussi. Alors, je sais pas pourquoi c'est devenu péjoratif. Je ne sais pas. Et les femmes entre elles, qu'est-ce que vous en pensez de leur féminisme? Les femmes entre elles, on nous a beaucoup prévenus, les hommes nous ont beaucoup prévenus qu'on s'haïssait entre nous. C'est pas vrai. C'est sûr qu'il y a des cas particuliers, comme les hommes entre eux,
Eux autres, ils se disent pas des petites, bon, t'es un peu engraissé, ils vont pas dire ça à un autre homme, mais ils vont dire de lui, c'est un trou de cul. Il est fini. Le gars, il est fini. Nous autres, on dit qu'elle a engraissé. Alors, on a nos petites méchancetés sont peut-être moins dommageables. Quand un gars est rayé d'une gang de gars, il est rayé à vie. Alors, donc, on est des humains, tout simplement. Puis plus tu vieillis, plus tu te rends compte que tu n'es pas grand-chose, puis que tu essaies de faire ta petite vie à toi, dans cette planète, ta petite vie, pas trop mal, tu essaies d'être heureux, puis on essaie beaucoup. Et puis qu'il y a du plaisir à être père, puis qu'il y a du plaisir à être une femme, à être dans un couple égalitaire. C'est ça que je pense que certains hommes comprennent, et de plus en plus. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre aujourd'hui aux femmes féministes? Aux femmes féministes. Plus jeunes, donc. C'est qu'il faudrait plus répandre l'idée qu'être féministe, c'est naturel. C'est naturel. Puis qu'on veut pas toute la job de tout le monde. Écoute, là, on veut juste notre place. Puis on l'a pas. Encore, on vient d'apprendre qu'on est encore, je pense, à 74, 76, on gagne à métier égal, on gagne encore 20% de moins. Puis c'est inouï. Dans les 10 premiers plus riches au monde, il n'y a pas une femme. Il n'y a pas une femme. Puis, c'est bien beau, là. Je regarde le gouvernement américain, je regarde les gouvernements des autres pays, la France, l'Angleterre. Des fois, il y a une femme, là. Une femme qui, souvent, a l'air d'un homme. Qui est obligée, comme on a fait avec Mme Marois, de lui enlever tous ses foulards et toutes ses boucles d'oreilles pour qu'elle ait l'air moins féminine. On dirait que le pouvoir féminin, c'est quelque chose qui ne va pas ensemble. Alors, ce que je veux dire, tout simplement, c'est que le féminisme, c'est très simple. C'est vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Si un gars admet, moi je veux pas l'égalité, ben c'est un quoi? Alors la petite note d'espoir, elle est où? Pardon? La petite note d'espoir, elle est où? Ben elle est tout le long. Moi je suis l'espoir en personne. L'espoir, c'est que les hommes comprennent. On a fait notre chemin. On est allé vite. On est allé vite. Il n'y a pas eu une goutte de sang dans notre révolution. On n'a pas tué personne. Il n'y a pas une femme qui est rentrée dans un collège de gars et qui a tiré des gars. Il faut que les hommes l'admettent. Et ils vont l'admettre. Ils l'admettent, ils ne sont pas cons. Pas tous des cons, les hommes. Ils vont comprendre que tout ce qu'on veut, c'est l'égalité. Puis que l'égalité, ça peut être le fun. C'est ça mon espoir. Merci beaucoup. Eh bien voilà, c'était donc la participation de Madame Jeannette Bertrand qui nous a fait l'honneur et le plaisir de faire cette entrevue. Je vais maintenant vous présenter 3 autres de nos invités. Je commencerai par Madame Jamila Hadar qui est avec nous. Bonjour Madame Hadar. Bonjour. M'entendez-vous? Oui. Oui. D'accord, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en Et prie. puis, je vais continuer juste les présentations de nos 2 autres invités. On a également avec nous Madame Maria Fernanda Perdomo, qui est là. Maria Fernanda. Bonjour, enchantée d'être ici. Bonjour, merci d'être parmi nous, vous aussi également. Et puis enfin, on a Alexandra Houle, qui est là aussi. On l'a vu tout à l'heure. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alors, je vais commencer par Madame Hadar. Je vais faire une petite présentation de qui vous êtes pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Alors, vous êtes berbère de Kabylie. La Kabylie étant la région nord de l'Algérie. Vous avez dû fuir votre pays en 1994. Vous vous êtes rendu en France
à la suite de la montée d'intégrisme islamique qui a fait de nombreuses victimes, dont des journalistes. Vous-même, vous êtes journaliste. De France, vous êtes arrivé au Québec en 1997, où vous exercez toujours dans le milieu de l'information et où vous êtes également professeur au secondaire. Vous gardez des liens très forts avec votre Kabylie, en témoigne encore la belle robe que vous portez aujourd'hui, aux couleurs de votre pays, de votre communauté. Et vous continuez à militer notamment pour la langue, la culture et l'identité amazighe. Donc, cette communauté qui est la vôtre. Alors, merci encore d'être ici. Et comme à chacune de nos invités, nous avons 3 questions qui vont permettre de débattre à la fin de notre conférence. Je commencerai par cette première question. Quels sont les événements marquants, Madame Hadar, qui vous ont amené dans le passé à accorder de l'importance à défendre l'égalité des femmes avec les hommes? Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'événements marquants, mais le plus important, j'ai énuméré quelques-uns. Je vais vous en faire part. Oui. Mais avant ça, j'ai envie juste de dire quelque chose. On parle beaucoup d'universel, de lutte universelle, de droits universels. J'ai envie juste de dire que l'universel commence en soi et chez soi. C'est du concret et ça donne des répercussions vraiment positives pour le monde. Mais il faut faire le ménage chez soi d'abord. Alors, les événements qui ont marqué mon parcours de vie en tant que femme, en tant qu'Algérienne, en tant que berbère, je commencerai par Yimma, ça veut dire ma mère. Ma mère, quand j'étais petite, j'entendais comme ça les femmes. Je souligne que moi, je suis née après l'indépendance, après la guerre d'Algérie. Donc, quelque part dans ma tête, j'étais aussi libre que mon pays. Mais de temps en temps, même si les adultes nous protégeaient, ne nous racontaient pas les horreurs de la guerre, mais de temps en temps, ça nous arrive de catcher quelques morceaux, là, des échanges entre adultes. Donc, ma mère, elle n'avait pas 20 ans à l'époque, je pense. Il y avait un soldat français qui avait touché sa poitrine. Elle l'avait giflé. Et le supérieur du soldat était intervenu et il avait remis le soldat à sa place et non pas ma mère. Ma mère, c'est tout un caractère dans une société patriarcale, traditionnaliste, conservatrice. Mais on ne parle pas d'intégriste à l'époque, là. Mais c'est comme si la femme est à sa place, l'homme était à sa place. Eh bien, ma mère n'était pas ça. Ma mère, elle occupait toutes les places. Au quotidien, et si quelque chose ne la dérangeait pas, elle le disait franchement. Donc, elle luttait au quotidien pour bâtir sa famille et se faire entendre. Et elle a lutté très fort pour que tous ses enfants, filles et garçons, aillent à l'école. Elle a vécu avec une frustration de ne pas être chanceuse d'aller à l'école, mais elle voulait que ses enfants le fassent. Le deuxième point, c'est les révolutionnaires. Les révolutionnaires nord-africaines et les révolutionnaires de la guerre d'Algérie. Je commencerai par la reine berbère. Ça, c'était contre la conquête, entre guillemets, arabe. Après, il y avait Fadman Soumel de Kabylie, elle, contre le colonialisme français. C'était les débuts de l'invasion française. Et il y avait d'autres femmes du genre Hassiba, Jamila Bouhiret. Ces femmes-là, c'était vraiment pendant la guerre d'Algérie. Donc, c'était tout un héritage du combat des femmes algériennes contre l'occupant français, mais elles avaient la même place que les hommes pendant la guerre. Le combat des femmes à travers le monde. Il y a un film qui m'avait marqué. Le titre, c'était Norma Rae, une syndicaliste américaine, mais adapté d'un roman, enfin d'un livre écrit par un journaliste du New York Times, justement rendant hommage à Crystal Lee Sutton, qui était vraiment une grande militante qui voulait asseoir un syndicat dans son entreprise. Et
Et justement, est affiliée à l'industrie du vêtement et du textile. L'autre point, c'est l'instruction des filles. On a compris très vite en Algérie, là, pour acquérir le savoir et le savoir-faire, il faut aller à l'école. Et le savoir et le savoir-faire, on va occuper l'espace public. Le printemps berbère de 80, c'était très politique, mais en même temps, je peux être un être humain, je peux être une femme, mais je suis quelque chose. J'ai une identité, ma langue, mon identité. Je peux pas les dissocier de mes combats. J'ai pris conscience de ça aussi. Le code de la famille 1984-1995. Ces femmes algériennes dont je vous parlais tout à l'heure, qui luttaient pour la libération du pays, tout d'un coup, l'Algérie indépendante a pondu le code de la famille qu'on appelle communément le code de l'infamie et il a rendu la femme algérienne mineure à vie. Quand je dis la femme algérienne, toutes les femmes, qu'elles soient berbères ou pas berbères, on était toutes dans le même sac. L'autre événement, le terrorisme, les premières cibles de l'intégrisme, bien sûr, c'était la femme. On allait à l'école, on commençait à travailler, on s'imposait, en passant, on avait le même salaire que les hommes, mais oh, non. Donc, on était les premières cibles, nous les femmes. Donc, il fallait lutter. Et le comble des combles, il fallait lutter contre l'État et contre le projet théologique des islamistes. La dictature. L'Algérie indépendante, finalement, n'est pas une république, c'est une dictature, tyrannie, répression, lutte pour un état de droit et bien sûr, il concerne et l'homme et la femme. On peut lutter pour des droits des femmes, mais on ne peut pas dissocier nos droits des droits citoyens. La citoyenneté, exercer sa citoyenneté en même titre que les hommes, même si ces derniers ont été et sont encore malmenés par la machine dictatoriale. Voilà, donc j'ai répondu à votre question. Merci. Voilà, on a tout un profil, tout un parcours de vie. Là, vous nous avez retracé l'histoire. Mais alors, comment vous vous êtes impliqué concrètement avec ce que ça voulait dire que d'être dans votre pays en tant que femme et en tant que journaliste? Qu'est-ce que vous avez fait pour arriver aujourd'hui ici jusqu'au Québec? Concrètement, je pense que c'est lié à ce que j'avais dit en haut. La première chose à faire, c'est d'étudier pour s'émanciper. Il n'y avait pas un autre moyen. Tu n'accèdes pas à tout ça, ils vont te marier et c'est tout, hein. Et tu vas suivre un schéma, je dirais pas millénaire parce que la femme berbère était plus libre avant que maintenant, mais on va suivre un schéma, disons, qui date de peut-être de 14 siècles ou 12 siècles. Donc, étudier pour s'émanciper. Sans l'école, la femme devient un objet de soumission au sein de sa famille et de la société. Intervention auprès des parents pour laisser leurs filles faire des études universitaires. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Pourquoi je vous parle de cette... J'ai rencontré une fille, elle a eu son bac, mais le bac en Algérie, en Europe, ça n'a rien à voir avec la licence ici, hein. Donc elle a fini ses études. Le bac, c'est un examen pour accéder à l'université. Je l'ai rencontrée, c'est la nièce d'une amie à moi, là, sur la plage à Alger. Et on discutait, après elle m'a dit, j'ai eu mon bac, mais mes parents ne m'ont pas laissé aller à l'université. Elle m'a raconté un peu sa vie, son drame plutôt. Et là, ce que j'ai fait, j'ai été voir un responsable, le directeur de l'école de journalisme. Je lui ai raconté son histoire. Il l'a inscrite sans qu'elle passe un concours. Elle a étudié. J'ai appelé les parents, bien sûr. Je les ai convaincus. Et maintenant, elle est devenue journaliste. C'est des petits gestes comme ça parfois qui peuvent sauver une personne, deux personnes, mais en tout cas. La profession, donc moi j'ai choisi le journalisme. Pour moi, c'est un symbole de liberté. On est vraiment libre. Enfin, du moins, on essaye de l'être.
on s'impose et on exerce dignement, si on exerce bien sûr dignement son métier et par ricochet sa citoyenneté. Et enfin, mon application, elle est aussi dans les associations de femmes, des associations culturelles. Et sincèrement, que ce soit dans les associations de femmes, il y a que des femmes bien sûr, que des associations culturelles, il y a beaucoup de femmes. Je me suis toujours impliquée pour lutter pour les droits des femmes, pour la place de la femme dans la société, la nôtre et celle du monde, et aussi ne pas dissocier les droits, l'identité et de la femme. C'est qu'elle est chinoise, elle est berbère, elle est française. Si on coupe l'identité de la personne, elle va se sentir démunie de quelque chose qui est fondamental. C'est son héritage culturel, c'est son héritage linguistique et civilisationnel. Voilà donc ces 3 points-là sur lesquels je travaille sur le terrain et je suis pragmatique sur le terrain. Voilà. Alors, est-ce qui vous motive encore aujourd'hui, parce que vous avez vu vous avez vécu un féminisme sur votre terre, vous l'avez poursuivi en allant passer quelques années en France, vous continuez à l'être ici au Québec. Est-ce qu'il y a une différence, il y a quelque chose qui vous motive davantage ici à continuer ce combat? En réalité, il n'y a pas vraiment une différence. C'est en lutte pour les droits des femmes. Enfin, moi, que j'appellerais le féminisme intelligent. D'ailleurs, Madame Bertrand en parlait tout à l'heure. C'est pas une guerre contre les hommes, là. C'est d'avoir sa place entière au niveau des devoirs et des droits. Ça veut dire sa place citoyenne. La femme, c'est un être humain d'abord, et elle a ses spécificités, c'est sûr, et elle va travailler très fort pour justement faire passer ses spécificités et exprimer ses rêves et ses projets, et surtout les réaliser. Donc, il n'y a pas vraiment une différence entre le rêve d'une femme indienne et le rêve d'une femme yéménite. En réalité, au fond de nous-mêmes, toutes les femmes veulent être libres, veulent s'éclater, veulent qu'on prenne au sérieux leurs propos, leurs rêves, leurs projets, leurs idées. Donc, il n'y a pas vraiment une différence. Ben, il y a des spécificités d'ordre culturel. Moi, je parle berbère, elle parle hindou, ou je sais pas quoi, mais il n'y a pas vraiment une différence dans le fond. Et aussi, il n'y a pas de différence par rapport à nos adversaires. On a les mêmes adversaires. Il y a des hommes qui veulent soumettre la femme, elle soit à leur merci, à leur service, toute oui, toute soumise. Il y a des systèmes, des dictatures, les premières cibles, c'est les femmes. Il y a aussi l'intégrisme qui prend des proportions, franchement, même au Québec, il a complètement endoctriné et aveuglé des milliers et des milliers de femmes de par le monde. On a les mêmes adversaires. Quand on prend conscience que ce sont des adversaires. Mais je parle pas de tous les hommes, je parle pas de tous les croyants. Là, on est en train de parler de l'intégrisme. Donc, on a les mêmes adversaires, on a les mêmes rêves, et c'est sûr que nous devons nous unir pour avancer d'une façon concrète, mais on ne peut pas parler des droits des femmes chinoises et on ferme les yeux sur ce qui se passe au Québec, par exemple. Voilà. Alors, j'ai vu quelque part que vous aviez écrit que vous étiez consciente de vos droits, mais que vos devoirs avaient pris le dessus. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu Oui, ça c'est des propos très politiques. Ben, il y a des moments comme ça où, en tant que femme, parce que moi, en tant que femme, quand j'ai dit il faut étudier, travailler, réussir dans la vie de tous les jours, parce que quand même, je suis née après l'indépendance. C'est vraiment les premières. J'étais pas parmi les premières, mais on va dire les premières générations
Et je suis très contente de celles qui étaient avant moi parce qu'elles étaient mes modèles. Elles étaient vraiment des femmes que je voulais vraiment. J'adorais leur parcours brillante, intelligente, émancipée. Et donc, de ce point de vue, je sentais un devoir d'être, du moins d'essayer d'être un modèle pour les filles qui vont venir après moi. Parce qu'on était scrutés. Le moindre dérapage, oh voilà, celles qui partent à l'université, ce qu'elles font, etc. Parce que c'était une guerre un peu sournoise entre nos rêves et ceux qui maintiennent le conservatisme. À l'époque, on n'était pas dans l'intégrisme, encore une fois. Hein. Les années 70, 80, même on peut rajouter une partie des années 90. On n'avait pas ce drame-là qui ronge nos sociétés maintenant. Donc, c'est ça, le devoir. Je pensais plus à mon devoir d'être un modèle et pour les filles et de ne pas décevoir mes parents. C'était mon devoir. Sur le plan politique, en tant que femme, j'ai une cause. C'est la cause de mon peuple. L'identité berbère, la langue, tout ce qui s'y rapporte. Eh ben, entre moi et cette identité, c'est mon identité qui passe avant moi. Parce que moi, en tant que femme, je peux avoir tous les droits en tant que femme, mais je serai une demi-personne sans ma langue, sans mon identité. C'est ce que je voulais, c'est ce que j'ai voulu, du moins, exprimer par ces propos. Madame Ada, merci pour toutes ces précisions. C'est fort intéressant, mais vous restez avec nous surtout parce qu'on va continuer le débat. Donc comme ça, plusieurs personnes pourront vous poser des questions et vous pourrez y répondre bien évidemment. Je vais passer à notre deuxième invitée, Madame Maria Fernanda Perdomo. Bonjour Maria Fernanda. Bonjour. Quel plaisir d'être ici, quel honneur. Ben, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme avec Madame Hadar, je vais vous poser la même question pour commencer. Quels sont les événements marquants qui vous ont amené dans le passé, parce que on va voir que votre profil est un petit peu différent. Je vais commencer par vous présenter. Vous êtes colombienne. Vous avez étudié la philosophie en Colombie, puis ensuite vous êtes partie en France parce que vous avez eu une bourse pour aller passer votre doctorat en Europe. D'abord à Barcelone. Barcelone en premier. D'abord à Barcelone, après à Bordeaux, à Michel de Montaigne. Voilà. D'accord. Alors, vous partez de la Colombie en 98 et depuis cette année-là, vous n'avez jamais remis les pieds dans votre pays natal. Vous parcourez pendant des années plusieurs pays d'Europe. Vous êtes allé en Espagne, donc en France, en Autriche, au Danemark, en Allemagne, et vous arrivez au Canada. Vous commencez avec le Nouveau-Brunswick, et puis vous êtes tour à tour professeur d'histoire, littérature, de français. Et vous arrivez au Québec en 2013. Vous commencez à Gatineau. 2009. 2009, Gatineau. Au Québec. Au Québec, à Gatineau en 2009 et en 2013 à Montréal. À Montréal. Oui. Excusez-moi. Alors, on le sait maintenant, votre idole, c'est Jeannette Bertrand. Donc, Ah oui, oui. Voilà. Donc, alors, vous impliquez dans le féminisme à quelle occasion et où? Ça commence où? Oh, ça commence depuis que j'ai une mémoire. Je viens d'une famille où on est 4 enfants, 3 garçons, moi la seule fille. Et il y a cette période-là à Cali, que c'est ma ville. Il faut dire d'abord que la Colombie, c'est un pays multiethnique et très, très différent en géographie. Ma ville est la première ville avec Bahia au Brésil où il y a plus de populations africaines venues de l'esclavage. Donc, tout ce mélange amérindien noir a donné des femmes très exotiques, donc qui gagnaient beaucoup de concours de beauté. Donc, je suis née et grandie dans un pays où il y avait une guerre civile que personne ne reconnaissait, mais en même temps, en nous donnant presque l'ordre, de façon inconsciente, d'être belle, surtout belle, parce que il y avait cette réputation d'être très belle.
mais pas plus que ça. Et en même temps aussi, la ville était une ville culturelle, bohème, où le théâtre marchait très bien. Mais jusqu'à certains points, les femmes pouvaient arriver. C'est comme des potiches. Et moi, j'ai trouvé tout ça indigne. Parce qu'il faut pour les femmes. Pour les garçons, c'était tout naturel, tout était pardonné. L'Amérique latine, il y a les fléaux de la religion. Donc, tout passait par la religion. Il faut être belle, il faut être soumise. Et bon, je viens d'un foyer, d'une famille qui est athée. Donc, bien sûr, ça a eu beaucoup d'influence sur moi, mais à l'école, je voyais mes copines qui voulaient toujours avoir une double vie parce qu'il fallait démontrer qu'on était sainte, pure, mais en cachette, bien sûr, il y avait toutes sortes des excès. Et je voyais tout ça vraiment ridicule. Et comme je correspondais pas à cette beauté-là en grandissant, j'avais pas la voluptuosité qui demandait les femmes parce qu'il y avait l'ère des narcotrafiquants qui imposaient la beauté des femmes style Kim Kardashian. Ça, c'était imposé au milieu des années 80. Donc, moi, je trouvais tout ça ridicule. Et moi, j'aimais lire. Bon, mon père est philosophe, il a étudié le droit, donc j'avais déjà beaucoup d'influence. Et je me trouvais vraiment proche de certaines choses de ma culture, comme Garcia Marquez, que c'est mon compatriote, comme la poésie, le théâtre, mais en même temps, j'ai détesté ces modèles surtout de la religion. Je pense que c'est ça qui m'a marqué beaucoup plus. Qu'il fallait être, dans chaque phrase, pour justifier n'importe quelle chose, il fallait nommer à la Vierge Marie ou le Jésus-Christ. Et j'ai trouvé ça absurde. Alors, Maria Fernanda, vous étudiez la philosophie, comme votre papa, donc, vient de l'apprendre, oui. Et vous vous spécialisez en philosophie politique. Oui. Vous avez fait votre thèse de doctorat sur la désobéissance civile chez Hannah Arendt. Oui. Alors, d'où vient cette motivation pour cette thématique? Les pays où je suis née. La désobéissance civile, parce que je trouve que c'est un pays qui, en même temps, s'il y avait de la guérilla, s'il y avait beaucoup d'explosions sociales, et il manquait beaucoup plus théorisé. J'étais toujours très engagée, très politisée dans ma vie. Et j'aimais surtout Hannah Arendt, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en philosophie. Et j'aimais le parcours de Hannah Arendt, pas seulement sa pensée, sinon que sa pensée, c'était son style de vie en même temps. Ça correspondait, il y avait une synchronisation de sa vie et sa pensée. J'aimais la philosophie allemande, je suis francophile et germanophile. Alors, et la désobéissance civile me prenait beaucoup parce que j'ai trouvé très nécessaire ça dans tous les pays, mais surtout dans les miens, un pays très touché par la politique de la pire façon. Et bon, j'écrivais ma thèse du doctorat, mais je l'ai pas fini. Après, j'étais enceinte, j'ai accouché de mon fils en Allemagne, j'ai laissé ça pour après et je n'ai pas encore fini. Alors, ces motivations, en fait, elles vous permettent de vous impliquer de quelle façon? Ces motivations pour le féminisme. Comment vous vous impliquez concrètement? Je me suis impliquée seulement comme citoyenne parce que dû que j'ai déménagé tellement du temps, alors j'ai visité souvent des groupes à chaque pays où j'ai vécu, en participant dans plein de choses, surtout en étant toujours pour la laïcité, comme en France, quand il y avait des groupes ici qui se réunissaient pendant la période des accommodements raisonnables, où ça fait 2 ou 3 ans pour la loi 21, je crois c'est 21, mais je ne me rappelle pas les chiffres. Alors tout ça, je sortais à la rue, j'amenais ma pancarte, je disais laïcité, égalité, libre pensée. C'est la façon comme je m'engage. Je m'engage aussi en élevant mon fils, que c'est un garçon. Donc pour moi, c'est un défi d'apprendre l'égalité homme-femme et lui dire toujours, il n'y a rien de choses gagnées dans la démocratie. Même au Canada, qui a la réputation d'être un pays très, très tranquille, qu'il n'y a pas de guerre civile, qu'il n'y a pas de guérilla, mais quand même, la démocratie,
je trouve, elle est toujours en danger. Il faut toujours la protéger. Je me suis engagée aussi quand mon fils a commencé son scolarité en 2009, parce qu'à chaque début d'année scolaire, j'ai fait une lettre à la commission scolaire, copie à l'école de mon fils pour dire que je ne veux pas des professeurs avec des signes religieux et que s'il arrive une femme voilée pour donner les cours avec une croix énorme, ou je sais pas, ou la Vierge, en exhibant, non, en faisant un grand décor, que mon fils, il faut qu'il revienne à la maison pour la journée, non, pour le temps que ça se passe. Et ça m'a causé des problèmes, des discussions, quelques disputes avec l'école, mais en tout cas, j'ai voulu m'imposer et j'ai dit, c'est moi la mère, je peux lui donner les cours à la maison. Alors, de ce que vous vivez aujourd'hui au Québec, ou par rapport peut-être à une communauté de gens hispanophones que vous pouvez peut-être contacter? Pas du tout. Non. Pas du tout. Alors, par rapport au Québec. Jamais, ni même pas leur quartier périphérique. Okay. Moi, j'habite au plateau. D'accord. Alors, qu'est-ce qui présentement vous motive à poursuivre dans cette voie-là par rapport à la laïcité qui a l'air d'être votre cheval de bataille? Oui. Vous croyez à la laïcité? Très important. Très important parce que s'il n'y a pas laïcité, je trouve qu'il y a une dérive dans plusieurs quartiers où s'impose la religion et par conséquent toutes sortes d'abus envers les femmes, envers les enfants, les lavages des cerveaux et en faisant les ghettos surtout ici, je vois, il y a beaucoup, la religion s'impose dans les ghettos. C'est très dangereux parce que c'est énormément de problèmes sociaux. Il y a des problèmes sociaux, il y a énormément. Il y a beaucoup de proxénétisme dans certaines communautés où la religion s'impose. Et je trouve que c'est dangereux que les gouvernements et certaines organisations ne voient pas cette chose qui est évidente. Parce que c'est que des fois, avec les noms de famille de certains proxénètes, par exemple, on sait déjà de quelle communauté elles viennent. Et on sait déjà que certains leaders religieux, ils sont au courant. Il y a toute une mafia qui se crée dans la communauté latino-américaine. Je n'ai voulu jamais appartenir, vivant avec eux, parce que d'abord, eux, ils sont souvent dans la périphérie. Et cette sorte de pensée, c'est cruel, c'est le multiculturalisme, je trouve très dangereux. Le multiculturalisme, c'est une façon perverse de nous rendre dans des fractions, nous morceler, comme si les hommes et les femmes de toutes sortes d'ethnicités ou de cultures n'habitons pas la même planète. On habite la même planète et je trouve que le vrai problème maintenant, c'est qu'il manque une éducation publique de qualité, une santé, un système de santé de qualité. Pas dépenser l'argent, que je trouve indigne ça, pour la commission, pour enquêter ou donner de l'emploi à des gens qui appartiennent à certaines races, certaines communautés. Non, je vais avoir les mérites. Je vois que je veux voir que quelqu'un mérite avoir ce travail-là et ne jamais dépenser l'argent des contribuables dans des choses qui se disent racisme systémique et tout ça. Je trouve que c'est un piège énorme et blessant pour l'intelligence. C'est très malhonnête, ça. Extrêmement malhonnête. Je ne trouve pas, et je vais vous dire ça, pour les Québécois de souche qui habitent ici. Moi, comme vous voyez, dans mon visage et mon accent, j'ai rien de Québécoise de souche, ni de Canadiens de souche, mais je ne me suis jamais sentie discriminée ou sentie de racisme au Québec ou au Canada. Je me sens vraiment libre. Je ne sais pas d'où sortent toutes ces sortes d'histoires qui s'inventent certaines communautés qui viennent imposer leurs pires choses de leur pays d'origine. Voilà. Et je vais remercier que le Québec, que même la France, le Danemark et l'Allemagne m'ont donné une vie, une liberté, une paix, et surtout la paix et la liberté que je n'ai jamais eue dans mon pays parce que j'ai risqué des fois ma vie si je pouvais dire des choses que j'ai pensées.
Mais merci beaucoup pour votre témoignage, Maria Fernanda. Merci. Merci. Vous restez aussi avec nous, hein, surtout. Bien On sûr. aura bien des questions pour vous. Merci. Je vais inviter Alexandra. Non pas qu'elle va se déplacer, mais on va aller vers elle. Oui. Voilà, bonjour Alexandra. Alors, Alexandra Houle, québécoise, de souche. Oui, oui, Parce qu'on a des profils différents hein, aujourd'hui, des femmes d'âge différents également. Alors, Alexandra, vous êtes éducatrice, vous travaillez avec les enfants, les adolescents. Oui. Vous avez été étudiante à l'UQAM et vous êtes aujourd'hui une des membres du conseil d'administration de PDF Québec. Alors, c'est les mêmes questions. Oui. Ça se rejoint, c'est la thématique du jour. Donc, on en est où par rapport à votre féminisme à vous? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a évolué? Oui, il a évolué. Et pour mettre tout le monde dans le contexte, moi, j'ai 33 ans. Donc, je suis considérée comme jeune là, par certaines personnes. C'est ça. Moi, je viens d'un petit village dans la vallée du Richelieu. J'ai été élevée en campagne. Fait que moi, à la maison, quand on a une petite ferme, tout le monde aide. Autant les gars que les filles. Je suis la seule fille, j'ai 2 frères. Fait que chez nous, ça a jamais été une famille qui se disait féministe, mais on a toujours été tous égaux. Mais en fait, même si on voulait s'éviter de bûcher du bois ou de faire des corvées de poulailler, ben on allait passer la balayeuse ou faire le souper en échange, pour éviter toutes les tâches ingrates. Fait que chez nous, ça a toujours été comme ça. Tout le monde était égaux. À l'école aussi, au secondaire, c'est sensiblement la même affaire. Puis je pense que c'est rendu peut-être plus au cégep que je me suis rendu compte que il y a des choses qui étaient différentes. Moi, j'ai été très militante dans plein de choses. Fait que pour la grève étudiante en 2012, j'étais là. J'ai énormément d'amis dans la communauté LGBT qui maintenant s'appelle queer. J'ai étudié en arts et lettres, fait que c'est sûr que moi, mes amis, c'est beaucoup des gays, des lesbiennes. Je suis moi-même bisexuelle, fait que j'ai eu des copines, j'ai eu des copains aussi. Donc, j'ai beaucoup milité plus dans les droits des personnes gays et lesbiennes et aussi des militants, mais aussi pour les gens qui sont trans. Donc, je sais pas trop comment l'expliquer, mais moi, ça a été une évolution quand même assez drastique parce que pour moi, puis avec ce qu'on nous apprenait à l'école, porter le voile, pour nous, les gens qui portaient le voile, les hijabs, mais c'était, là je m'excuse, je vais faciliter les oreilles de certaines personnes, là, mais pour nous, de la façon qu'on le voyait, c'était du courage parce que elle s'habille comme elle veut. Tu sais, parce que nous, l'expression de soi, c'était très important. On a le droit de s'habiller comme on veut. Si mon ami de gars, il a envie de porter une robe, il devrait avoir le droit de porter une robe, puis pour nous, c'est tout mis sur le même niveau. Puis, on peut pas vraiment dire que le voile, c'est un symbole politique, tu sais, parce que nous aussi, dans notre petite communauté qu'on avait, c'était comme de l'émancipation. Je me suis rendu compte que avec le temps, c'était problématique parce que un jour, j'ai arrêté d'aller à l'école. Mais j'ai des amis qui ont continué aussi d'aller à l'école, dont à l'UQAM. J'ai des amis qui ont étudié en sociologie. Puis le travail du sexe était perçu comme quelque chose qui était émancipateur. Donc, moi, j'ai des amis qui se sont prostitués dans le cadre de leur maîtrise pour prouver que la prostitution, c'est un travail comme un autre. À ce point-là. À ce point-là. Je veux dire, il y a quand même des professeurs qui sont derrière ces étudiantes-là qui approuvent là, ces processus-là. Donc, c'est là qu'à un moment donné, on se rend compte que, OK, c'est spécial. Aussi, les hommes qui se sentent femmes deviennent des femmes. Moi, au début, là, j'étais pour ça, là. J'étais oui, on veut tellement les accueillir et être inclusif pour tout le monde qu'on trouve que ça fait du sens. On veut pas leur faire de peine. On veut tellement les inclure que c'est normal. Sauf qu'à un moment donné, quand on les côtoie, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont pas normales. Quand que cette femme trans-là rentre dans le vestiaire et qu'elle met tout le monde mal à l'aise, qu'elle passe des commentaires sur nos corps, qu'elle nous regarde comme un prédateur, on se pose des questions, c'est sûr. Puis moi, j'ai travaillé beaucoup avec les adolescents, puis en maison de jeunes.
Donc, moi, je faisais venir des organismes LGBTQ tout le temps parce que je trouvais ça important que les jeunes soient sensibilisés à tout ça. Puis j'avais fait venir une personne, c'était une femme trans, puis elle a fait elle restait super longtemps avec les jeunes. Puis là, elle leur explique elle leur parlait de son cheminement qui était intéressant. Mais de la façon qu'elle leur a amené, elle, sa transition, c'était que elle avait des intérêts de fille. Fait qu'elle aimait ça avoir les cheveux longs, se mettre du vernis à ongles, puis porter les robes. Fait que c'est comme ça qu'elle a su qu'elle était une femme. Fait qu'à l'âge de 45 ans, elle a fait toutes les chirurgies qui étaient possibles, puis elle est devenue une femme. Fait que quand elle est partie, c'est là que j'ai vu vraiment que ça fonctionnait pas, parce que moi, ma gang de filles, on était dans un milieu assez rural. Fait que c'est pas rare, quand on vient d'un petit village, là, ou d'une région éloignée, que pour les femmes, les loisirs, c'est faire du VTT, chasser, puis pêcher, puis c'est comme ça. Donc, Quel moi, décalage. oui, c'est ça. Nous, on avait la femme trans de Montréal qui venait dire à nous, là, notre gang de fin fond de région, c'était quoi être une femme. Fait que c'est sûr que moi, pour des jeunes de 13, 14, 15 ans qui sont très influençables, ben eux, est-ce qu'ils sont vraiment des filles? Fait que là, pendant 2-3 semaines, il a fallu qu'on explique à nos jeunes que tu peux être une fille, même si tu aimes chasser, que tu peux être une fille même si tu portes du karaté, même si tu portes des jogging, même si tu te maquilles pas, tu es une femme pareille. Mais pour eux, ben là, ça se met du doute, là. Tu sais, c'est ce qui m'a amené à plus m'impliquer au niveau du féminisme, parce que je me suis rendu compte, non, ça n'a pas d'allure, là. Moi, j'ai été élevée, on m'a tout le temps dit que je peux faire tout ce que je voulais, puis que j'étais une fille pareille. Puis là, ce qu'on est en train de dire à la plus jeune génération, c'est que, ben, s'ils ne fit pas dans les stéréotypes de genre, ben, ils sont de l'autre sexe. Automatiquement, c'est comme ça. Alors, c'est au niveau de l'éducation. Oui, vraiment. Oui, c'est ça. Puis moi, tu sais, dans mon parcours, j'ai été sur des tables de concertation d'organismes communautaires. Puis c'est aussi ce qu'on se fait dire. C'est les formations qu'on reçoit au niveau des LGBTQ, etc., que ben, les femmes trans sont des femmes. Puis qu'il faut en parler, propager la bonne nouvelle, puis expliquer ça aux jeunes de cette façon-là. Donc, c'est assez particulier. Ouais. Alors, comment vous vous impliquez? Parce que donc, après avoir vécu tout ça, vous vous rendez compte qu'effectivement, ça fonctionne peut-être pas. Hein, et que vous décidez d'intégrer un groupe un groupe féministe et universaliste en plus, féministe universaliste. Oui. Donc, ce sont des sujets dont on traite à PDF Québec. Alors, ça veut dire quoi dans le quotidien, dans la vie, dans les conversations avec les amis, dans tout ça? Ben, je vous cacherai pas que dans la vie de tous les jours, c'est sûr que mon implication dans PDF, je peux pas en parler à n'importe qui parce que moi, ça pourrait me coûter mon emploi. Tu sais, dans des milieux communautaires, là, dans les organismes, c'est des milieux qui sont très petits, puis c'est pas des positions qui sont au goût du jour. Tu sais, c'est des positions qui sont contre ce qui est à la mode, là. Veux pas, là, c'est plate à dire, mais c'est ça quand même. Donc, je vais en parler avec des amis, mais comme juste pour la gestation pour autrui. Moi, j'ai un couple d'amis qui m'ont déjà approché pour devenir mère porteuse. Puis je leur ai expliqué que c'était mon corps, puis je voulais pas, là, moi, porter leur bébé, mais pour eux, c'était un droit. Fait que, tu sais, c'est des choses qui sont quand même, c'est difficile de pouvoir parler de ces enjeux-là, parce que moi, ce couple d'amis-là, c'est plus mes amis maintenant. Parce que, ben, je suis extrémiste dans mes positions. Parce que pour eux, pour moi, ils sarrent pas mon utérus, là. Ça leur est dû, je devrais le partager avec eux. Puis même pour mes amis qui sont hétérosexuels, c'est comme ça aussi qu'ils perçoivent ça. Tu sais, c'est difficile. On n'a pas forcément accès à, dans les nouvelles ou même sur les réseaux sociaux, c'est pas des positions qui sont beaucoup développées. Ça va être ce qu'on va voir, surtout, ça va être que être travailleuse du sexe, c'est émancipateur, que changer de sexe, c'est en fait, changer de genre, c'est émancipateur, c'est eux les héros, faut les encourager. Porter le voile, c'est la même chose, c'est des gens courageux.
Fait que c'est des enjeux qui sont très difficiles à discuter dans un cercle d'amis. Là. Il y a très peu de personnes à qui je peux le faire. Puis même quand je m'implique dans mes actions, il faut que j'avertisse mon employeur que ben ça se peut qu'il y ait des gens qui appellent pour me dénoncer de quoi que je suis transphobe, je suis plutôt phobe, je suis ci pis ça. Fait que c'est difficile, je trouve, de militer publiquement du moins. Parce qu'on est dans un contexte comme ça qu'on peut se faire censurer ou juste carrément tasser, là. Alors, ben, comment vous faites? Alors... Ben, comment je fais? Je m'implique dans PDF. Avec les jeunes, quand on a des formations, qu'on invite des gens, je prends tout le temps un moment pour leur expliquer que ça, c'est leur expérience à eux en tant que personne, mais leur expérience personnelle, c'est pas ça. C'est pas obligé d'être ce qui est proposé à l'école, là. C'est aussi de sensibiliser les professeurs. J'ai des amis qui enseignent à l'école, puis je leur explique là, que ce qu'ils enseignent au niveau de l'identité de genre puis de l'éducation sexuelle, c'est peut-être pas adéquat, là. Ça amène beaucoup de dérives. Puis j'essaie d'informer le plus possible ces gens-là sur la réalité de ce qui se passe ailleurs, parce qu'au Canada, c'est pas beaucoup couvert. Puis au Québec, encore moins. Tout ce qui se passe ailleurs, là, nous, ici, on le voit presque pas dans les médias, là. C'est ça. Fait que j'essaie de partager l'information du plus que je peux. Mm-hmm. Alors ça veut dire que au niveau de l'éducation, vos amis professeurs ont un programme. Oui. Et qui suivent ce programme. Oui. Et donc pas le meilleur programme au monde. Non, parce que dans ce programme-là, tu as un côté qu'on explique aux petits gars et aux petites filles qui peuvent être ce qu'ils veulent. Mais d'un autre côté, si une petite fille aime ça jouer avec des camions, elle est peut-être un garçon. Mm-hmm. Tu sais, c'est quelque chose, c'est la même chose au niveau d'éducation sexuelle. On leur présente les différentes orientations sexuelles comme si c'était un choix à faire. Alors qu'on le sait, là, c'est pas un choix à faire, on est comme ça. Fait que la majorité, moi, des adolescentes que j'ai rencontrées, puis on se le dit en professionnel, dans les écoles, à 13-14 ans, elles sont pansexuelles ou bisexuelles. Tu sais, ils savent pas, ils n'ont pas d'expérience, mais c'est comme ça. Fait que c'est inquiétant de voir qu'on enseigne ça à l'école. Puis même qu'il y a des écoles, des professeurs qui commencent à enseigner ça au primaire pour préparer les enfants. Ça, on va leur demander de faire un choix de pronom. Est-ce que t'es un il ou t'es un elle? C'est assez particulier, là. Mm-hmm. Et eux sont pas conscients de ça, c'est ce qu'ils se font dire. Parce que si tu parles contre ça, ben là, t'es mis dans le camp des méchants qui sont intolérants puis qui veulent pas inclure les autres. C'est ça, c'est comme une espèce de guerre. On est un peu dans une guerre idéologique, j'ai l'impression, là, présentement, là. Puis il faut pas... Les parents dans tout ça? Les parents de ces enfants-là? Ils sont où, eux? Ils sont pas au courant. Ils savent pas là que leurs enfants apprennent ça. Pour celles qui ont des petits-enfants ou même des adolescents, là, demandez-leur. Je suis sûre qu'ils savent c'est quoi une femme trans, c'est quoi un homme trans, c'est quoi être pansexuel, c'est quoi un kink, c'est quoi être non-binaire. Ils vont tout vous l'expliquer. Ils l'apprennent à l'école. Ils ont des journées de formation juste là-dessus, là. Mais c'est pas forcément annoncé aux parents. Les parents peuvent même pas vraiment s'impliquer. De toute façon, s'ils voudraient s'impliquer, ils se feraient dire qu'ils sont transphobes. Alors, c'est quoi ce programme-là? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions qui défilent à côté de vous. Alors, j'ai beaucoup de questions. C'est sûr qu'on va pouvoir y revenir pendant justement la période de débat. Et puis, moi, je trouve qu'on a appris beaucoup de choses sur vous trois, mesdames, et puis des points de vue qui sont complètement différents et puis qui peuvent être alarmistes. Et Alexandra, merci beaucoup. Maria Fernanda également, de Colombie. Et puis Jamila de Kabylie. Je vais redonner la parole à Michel, qui va pouvoir lancer le débat. Et puis, on va certainement se reparler. Merci à toutes. Et merci à Jeannette, bien sûr. Bonjour, rebonjour. Eh bien, c'est le moment du débat. Vous pourrez intervenir soit pour apporter une rétroaction sur les témoignages qu'on vient d'entendre des trois personnes vraiment intéressantes, ou encore apporter votre point de vue sur la troisième question qu'on pose, c'est-à-dire où voulons-nous aller comme mouvement féministe, hein? On est le 8 mars, là,
En tout cas, on est dans la journée des femmes, là, comme atmosphère. Alors, où on veut que le mouvement féministe aille? Alors, soit une rétroaction et aussi la question de où on veut que le mouvement féministe aille. Je trouve qu'Alexandra a vraiment posé la question quel est le courant dominant, puis nous, par rapport à elle. Alors, je vous invite donc à prendre la parole, et puis Chantal et puis Réa vont vous donner la parole. Et puis moi, je vais essayer de coordonner s'il y a des interventions. Alors, la parole est à vous, chers amis. Bon, alors, est-ce qu'il y a des mains? Ah, je vois qu'il y a Claire, comme je pourrais enlever ton micro fermé. C'est bien. Alors, la parole est à Claire. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si votre réaction, connaître votre réaction, et si vous êtes au courant de la nouvelle définition de femme, la définition de femme que le ministère de la Justice du gouvernement fédéral a développée dernièrement. Je vous la lis. Femme, ensemble des personnes qui s'identifient comme des femmes, qu'elles soient cisgenres ou transgenres. Je voudrais savoir si vous êtes au courant de ça et connaître votre réaction. À qui tu poses la question? En fait, Alexandra, je connais un peu, puis je la vois. Je voudrais les deux immigrantes, j'aimerais beaucoup avoir leur réaction parce qu'ils arrivent ici, là, au Canada. Oui, mais je peux parler tout de Oui. suite? Non, mais pour moi, le sexe, c'est biologique. C'est une chose qu'on ne contrôle pas. Pour moi, femme, c'était à la naissance. On nous regarde, les gynécobstétres ou la sage-femme, et il y a un sexe déjà qui vient de la biologie. Alors, femme, c'est avoir des utérus, menstruer, avoir des nichons, des seins. Alors, je ne trouve pas pourquoi on va contre la science. C'est une question aussi scientifique. J'ai dit dans le sens biologique, le sexe d'une personne, c'est déjà, ça vient déjà de la génétique. D'autres choses, c'est qu'une personne veut se convertir, veut devenir une femme et s'habiller en femme, mais ça, c'est une autre chose. Mais être femme comme telle, il y a déjà une biologie, il y a des hormones, il y a quelque chose qui est génétique. Et on ne peut pas discuter la génétique, c'est comme la mathématique, c'est comme ça. Merci. Il y avait l'intervention aussi tu voulais savoir aussi par rapport à Jamila Hadar, comment est-ce qu'elle répond? Oui, j'aimerais ça, puis Mme Hadar pouvait me... OK. Ah, d'accord. Mais sincèrement, là, c'est comme si tu demandais à quelqu'un de te définir le ciel. C'est que moi, je vois pas la pertinence de me donner la définition d'une femme. C'est que effectivement, il y a des personnes qui veulent changer de sexe ou je sais pas, il y a plein de choses là, ça revient à la personne, mais à la naissance, on sait c'est une fille, c'est un gars. On sait ce que c'est que les hommes, on sait ce que c'est que les femmes. Donc moi, la question, pour commencer, j'ai envie de souligner que je suis là depuis 97, je viens pas d'arriver. Je vis au Québec depuis quand même un bout là. Sincèrement, je ne comprends pas l'objectif. Ils veulent quoi en essayant, et en plus en vous écoutant, sincèrement, je n'ai pas lu cette définition et c'est pas une grosse perte en passant, mais en vous écoutant, mais on n'a pas appris grand-chose là. C'est quoi une femme? C'est une femme. Mais parce que le problème, ce que j'ai remarqué par rapport à ce que disait Alexandra aussi, parce que ça parle aussi, je suis enseignante, ça parle un peu par rapport à certains programmes, c'est que tellement ils veulent faire des choses entre guillemets bien, qu'ils passent à côté de la plaque, dans tout, hein. Des personnes qui conçoivent les programmes ou qui essayent de redéfinir les choses, et c'est à se demander d'ailleurs pourquoi, elles passent à côté de la plaque. Ils sont en train de mêler le monde.
Même l'enseignant, par exemple, par rapport à l'éducation sexuelle, il y a des enseignants qui sont complètement perdus et qui sont même pas d'accord avec ce qu'ils voient. Ben, ils lisent, ils sont pas stupides quand même, les enseignants. Mais qu'est-ce qu'ils nous balancent comme... Donc, le problème est là. C'est comme, est-ce que c'est pédagogique ou c'est politique? Moi, je dirais c'est plus politique Absolument. et c'est pour brouiller les pistes et mêler le monde. Mais pour quelle finalité? La finalité, c'est qu'on va se perdre tous. Voilà. Oui, en fait, si je voudrais ajouter quelque chose là-dessus, madame, c'est que le moyen, c'est des transactivistes qui ont un gros pouvoir lobby, qui ont certainement fait pression auprès du gouvernement, du ministère de la Justice, pour qu'ils intègrent les trans-femmes à l'intérieur du groupe des femmes. Donc, c'est un peu ce que l'on peut voir aussi dans les compétitions sportives, les athlètes. Vous savez qu'il y a de plus en plus de trans femmes qui compétitionnent, qui concourent avec les femmes. Alors, c'est sûr que les femmes sont en train d'être effacées de cette manière-là. Et je voudrais juste vous rajouter quelque chose. Je vois que vous n'étiez pas au courant de la nouvelle définition, mais je voudrais juste vous préciser que la définition homme n'a pas été changée. Donc, un homme reste un homme. Ça n'intègre pas les trans-hommes. Je vous remercie. Michel, il y a Isabelle Dion, Edith Simard et Alexandra Houle qui veulent intervenir. Je voulais juste préciser que la définition des hommes n'apparaît pas du tout dans la liste. Il y a femmes, mais hommes, il semble qu'on n'a pas besoin de les définir. Alors, vous voyez, c'est inclusif. Juste, les femmes doivent inclure des hommes. Comme le webinaire que j'ai vu tout à l'heure, les femmes, les hommes qui veulent aller, qui se disent femmes, qui s'en vont dans une prison de femmes, puis que plusieurs les agressent des femmes, ben ça va de soi. Alors, merci. Moi, j'ai vu Isabelle Dion tout à l'heure, qui était la deuxième, alors à qui je vais donner la parole. Isabelle, si tu veux prendre la parole, poser ta question ou apporter ton commentaire. Oui, merci à tout le monde pour l'exposé. C'était très nourrissant, puis d'entendre d'autres personnes avoir le même discours ou rejoindre ces idées souvent, parce qu'on a souvent l'impression d'être seul. Moi, je suis travailleuse sociale dans la vie. Et puis tout ce qui a trait là, à l'intervention sociale et tout ça et les discours qu'on doit tenir. Quand Alexandra parlait, ça me rejoignait beaucoup. Puis en fait, je suis à l'université, je suis en train de faire ma maîtrise en gestion du développement international à l'université Laval. Et puis il y a ce qu'on appelle équité, diversité, inclusion, qui est un mouvement à l'université qui vient vraiment du féminisme intersectionnel et pro-trans et tout ça. Et c'est ce qui se passe aussi au gouvernement du Canada. Ils ont des champions pour chaque discrimination possible. Et donc, chaque individu est défini par ces discriminations potentielles. Et aussi, si on veut, par exemple, déposer un projet à Affaires mondiales Canada, on n'a pas le choix d'écrire de façon épicène et puis d'adopter cette manière de penser-là. Alors, dans la classe, c'est ce qu'on nous enseigne. Mais, par exemple, dans un groupe de travail d'équipe, si j'ai le courage de nommer que pour moi, ça fait pas de sens, 90% du temps, les autres personnes, les autres femmes qui sont dans le groupe pensent comme moi, mais personne ne dit rien. Puis on apprend ce qui est enseigné par cette doctrine-là à l'université, c'est rendu partout. Donc, je me dis qu'il faut avoir le courage d'en parler plus parce qu'il y a plus de gens qu'on pense qui sont d'accord avec nous. Puis, moi aussi, mon bac en travail social, je l'ai fait à l'UQAM. Puis, pour ce qui est, quand on pose la question qu'est-ce qu'une femme, ça fait partie d'un des cours en travail social. Puis il nous démontre, il nous invalide dans toutes les réponses, même la réponse biologique, ils vont dire qu'il y a certaines personnes qui ont des chromosomes différents, puis que finalement la réponse biologique est pas vraiment une réponse et tout ça. Puis ils viennent mettre vraiment un doute sur qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un homme dans la tête de jeunes filles de 19 ans. C'est vraiment pas facile.
Donc ça, c'est juste un commentaire. Ma question, c'est par rapport au mouvement de sexe de compassion qui existe surtout en Europe, mais ici, ça n'existe pas. Puis j'essaie de voir comment est-ce qu'on peut se placer, parce que c'est sûr que le travail du sexe, la prostitution, l'exploitation sexuelle, c'est facile de se positionner, mais je voulais savoir si pour vous, le sexe de compassion, c'est quelque chose qui est acceptable ou pas, ou qui est possible ou pas dans un terme de féministe universaliste et tout ça, là. Merci. Est-ce que tu adresses ta question à une personne précise, Isabelle? Qui se sent d'y répondre, qui se sent interpellé, là. Peut-être Joanne. Je demanderais peut-être à Joanne Jutra, qui est responsable du comité sur la prostitution, la pornographie, les agressions sexuelles, d'y répondre. Je ne sais pas si tu es là. Oui, je suis là. Est-ce que tu as le goût de répondre à ça, ma belle? Oui, mais ouais, c'est une bonne question, puis c'est toujours un peu embêtant de répondre à ça, mais moi je crois pas du tout au sexe par rapport à la compassion. Pour moi, ça demeure de la prostitution. Moi, j'ai en horreur qu'on utilise le terme travailleuse du sexe, parce que c'est pas un métier comme les autres. Hein, on a tout un plan présentement d'action du gouvernement par rapport à l'exploitation sexuelle des mineurs. Je veux dire, tout ce qui se passe présentement, là, c'est incroyable. Donc, non, c'est sûr que je pense que tu dis qu'en Europe, c'est présent, effectivement. On entend parler en France, puis on entend en Belgique, etc. Au Québec, ça doit sûrement se faire, mais on n'entend pas parler. Moi, je voudrais ajouter que il y a eu un gros débat à la Fédération des femmes du Québec au début des années 2000, je crois, et puis que Françoise David militait pour justement que les handicapés, exemple, ont droit à la sexualité. Alors, peut-être que des femmes ou des hommes qui veulent être bénévoles dans le domaine de la sexualité, mais prendre des travailleuses du sexe quand on sait que elles viennent souvent, elles sont jeunes, elles sont sollicitées souvent quand elles sont mineures. Elles sont dans l'emprise souvent de stupéfiants ou sous la domination. Écoutez, le consentement. Et j'ai en mémoire, je me souviens plus le nom de la femme prostituée, parce que moi aussi j'aime pas le mot travail du sexe, mais de la femme prostituée là qui a été tuée, qui il avait droit à sa sortie, le gars, Marie-Hélène Lévesque, hein. Écoutez, c'est tout dans cette mentalité-là, des intervenants dans les services correctionnels. Il avait le droit à du sexe. Vous voyez ce qu'il a fait, il l'a tué, la pauvre fille. La fille voulait faire une passe de 2-3 000 piastres, là. Les assistantes sexuelles en Europe, c'est vraiment c'est un travail. L'assistance sexuelle, c'est pas la prostitution de rue avec des toxicomanes. C'est vraiment comme une profession, c'est encadré puis tout ça. Tu sais, même si on veut pas dire que c'est un travail le sexe, ça reste quand même qu'en Europe, on va voir par exemple un naturopathe ou un kinésiologue qui a aussi une formation d'assistance sexuelle, puis dans son massage, il va avoir une inclusion de certains attouchements pour satisfaire un besoin, par exemple. Donc, on parle pas d'une personne qui est en toxicomanie, qui est dans la rue, qui est en danger, ou, tu sais, on parle de quelque chose de légiféré comme une profession. C'est comme on irait voir l'assistance sexuelle, comme on irait se faire couper les cheveux. Tu sais, dans un... vous voyez la banalisation que les femmes et leur corps, en tout cas pour moi, ça me heurte, ça peut être des hommes aussi, là. Oui, ça peut être des jeunes hommes, mais que les hommes ont le droit, c'est un droit, c'est la même chose pour la GPA et les mères porteuses, ils ont droit à l'enfant, ils ont droit à du sexe. Moi, j'aime bien la réflexion qu'on a eue à un moment donné de Florence Moreno, qui a aussi à la tête des chiennes de garde et puis de Zéro Macho, a montré la main, elle disait c'est ça aussi la réponse, quand tu exploites pas le corps de quelqu'un d'autre, même si c'est encadré, ça veut pas dire que
parce qu'on encadre l'exploitation qu'il n'y a plus exploitation. C'est le machisme derrière ça. Ben ça se peut qu'il y ait des hommes en autorité et des femmes qui collaborent et puis qui banalisent l'exploitation du corps des femmes. Ou ben nous on défend le corps des femmes, mais moi j'ai deux fils, j'aurais pas aimé qu'ils se dévouent comme ça contre rémunération. OK? Vous voyez toute la question. C'est-à-dire la dignité. C'est pas parce qu'ils sont consentants que leur dignité humaine n'est pas atteinte. Alors, je peux en parler plus. J'ai vu. Est-ce que Edith qui a la main levée, Michel? Pardon? Edith Simard qui a la main levée depuis un bon moment. Ben, c'est ça. Je voulais savoir si Edith voulait répondre à ça ou c'était sur un autre sujet. Parce que j'ai vu que Alexandra trépignait aussi. Je voulais savoir, Edith, mets ton micro parce que là, t'es dans mute, là. OK. Ben, je vais laisser la place à Alexandra parce qu'elle est une invitée. Puis malheureusement, j'envoie des messages à Alexandra pensant les envoyer à tout le monde. Tu sais, là, toi, tu les as pas vus, c'est bien tant mieux. mais ben, c'est ça. Moi, là, j'ai fait quelques commentaires parce que je pense que je suis plus dans la gang. Dans quelle gang? Dans la gang de femmes en lutte, là, tu sais, là. Mais j'aurais aimé ça qu'il y ait des plus jeunes, c'est sûr. Je peux pas dire que j'ai fait beaucoup mais je veux donner c'est ça, j'ai fait beaucoup de démarches pour que des jeunes qui embarquent, mais même ma fille n'a pas embarqué dans la lutte des femmes. Comprenez-vous, là? Je sais pas si vos enfants, vous autres, vos filles ont embarqué, mais je trouve qu'il n'y a pas de jeunes et j'en reviens pas. Et avec les problèmes qu'on amène sur la carte, là, les 5 à 10% qui ont des problèmes de femmes, là, ben, on n'ira pas en chercher 90%, là. Il y a juste une petite gang qui parle. Moi, je suis très désolée, mais je vais donner ma parole à Alexandra, quitte à revenir plus tard. Alors, Alexandra, tu es interpellée. Est-ce que tu veux rebondir? Oui, je peux rebondir. Pour faire suite à ce qu'Isabelle disait par rapport aux accompagnateurs sexuels, moi, j'ai travaillé avec des autistes, puis on en parlait souvent, nous, éventuellement, de se rendre là. Puis, à ce moment-là, je travaillais pour un CIS, parce que on se disait, vu que c'est des gens qui sont pris en charge pour tous leurs besoins, on considérait que le sexe en était un, mais personne n'était d'accord sur la façon. Qui est-ce qui fait ça? Est-ce que nous, les intervenants, on va faire ça? Parce que personne ne veut faire ça, tu sais. C'est aussi ça, tu sais, c'est toute une discussion. Puis en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, c'est quelque chose qu'on parle pour les gars, mais pour les besoins des femmes, par exemple, qui sont dans ces institutions-là, ben, on appelle plus ça une institution, mais qui sont quand même dans des lieux qui sont pris en charge. Eux, on n'en parle pas de leurs besoins, là. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est assez délicat. Puis pour faire suite aussi à ce qui est enseigné à l'école, c'est la même chose au niveau de la laïcité, là. Je veux dire, moi, j'ai été brainwashée pour croire que le voile, c'était juste un choix personnel. C'est en lisant la bande dessinée Persépolis de Marjane Satrapi que je me suis dit, OK, là, on n'est pas pantoute là, on est ailleurs. Puis aussi, en travaillant l'été, moi, je travaillais dans des champs, puis je travaillais souvent avec des Colombiennes puis des Mexicaines. Puis je me rendais compte que même s'ils étaient là toute l'année puis qu'ils étaient citoyennes, on n'avait même pas les mêmes droits parce que dans leur propre communauté, c'est très macho, c'est très, tu sais, c'est pas facile, là. Moi, j'ai connu des familles qui retournaient en Colombie parce que, ben, la femme gagnait plus cher que le mari, puis le mari le prenait pas. Oui. T'sais, ça arrive souvent, puis souvent, ça débouche sur de la violence conjugale et tout ça, là. Oui, puis on peut pas en parler parce que c'est leur culture. Et pourtant, je veux dire, on a les mêmes droits, là. J'ai une amie qui est vietnamienne, puis elle s'est faite, c'est ses parents qui ont choisi son mari. Oui, elle avait le choix à Montréal. Je veux dire, c'est pas juste. C'est ici, là. C'est pas il y a 100 ans, là. On peut pas en parler parce que si moi j'en parle, ben, je suis raciste.
C'est ça. Oui, oui, oui. Mais par exemple, on va voir des messieurs âgés en CHSLD qui agressent sexuellement les infirmières et les préposés aux bénéficiaires, à qui on va accorder des faveurs sexuelles pour la sécurité des travailleuses qui travaillent auprès de lui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, c'est toute cette affaire-là que j'ai de la misère à me positionner, puis je suis d'accord avec l'idée de pas exploiter le corps d'une femme, de la dignité humaine et tout ça, mais comme intervenante, puis il faut que ce soit aussi un besoin exprimé par l'usager, parce que souvent il y a l'enjeu que c'est la famille qui dit il devrait avoir une sexualité, mais c'est pas vraiment une sexualité si c'est pas lui qui a choisi son partenaire. Non, il me vient ce que tu viens de dire, Isabelle, ça me rappelle avec les hashtags là, MeToo là. Toute la question des vieux mononcles, là. Ben, quand les vieux mononcles sont au CHSLD, ça veut pas dire qu'ils vont pas garder la même mentalité. Ceux qui, pendant les parties de famille, avaient les mains longues aussi. Et, avec une démence Alzheimer désinhibée, là. Oui. Oui, elle doit pas être. Est-ce que pour l'instant, ça veut-tu dire aussi, ben oui, mon oncle-là, il a des besoins, puis il les a pas remplis. Il va falloir aussi jusqu'où on va être compréhensive pour la culture machiste qui n'a pas encore, il y a des individus, ils ont été élevés là-dedans, mais jusqu'où on va aller pour accepter et satisfaire ces besoins-là. Moi, c'est une question que je pose. Jamila, tu as levé la main. Avant Nanda, mais est-ce que tu veux intervenir, rebondir sur ce sujet aussi? Tu as lancé le sujet, là, Isabelle, hein? Ben, sincèrement, c'est pas pour rebondir sur un truc précis, là, parce qu'il y a Louise qui m'a envoyé un message. J'aimerais bien que vous en disiez davantage sur l'universalisme, ça commence à la maison. Ben, justement, surtout Alexandra, elle parlait beaucoup de son moule familial, hein, où elle a grandi et toutes les valeurs qu'elle avait acquises chez elle. Et moi, je trouve que c'est un excellent exemple pour atteindre l'universalité, hein, l'universalisme, appelez-le comme vous voulez. Mais le danger, c'est de croire qu'en répandant de l'extérieur des valeurs vers les maisons, vers le privé, que ça va se régler. Il faut qu'il y ait une interaction. Il faut qu'il y ait une base éducative. Parce que là, on n'est pas dans l'instruction, on est dans l'éducation. L'éducation, elle se passe à la maison. C'est quoi les valeurs qu'on nous a transmises? Après, il y a l'interaction. Et l'interaction fait en sorte à ce que moi, ce qu'on m'a inculqué chez moi, pourrait être compatible avec ce qu'on me raconte ailleurs ou pas du tout. Comme disait tout à l'heure, comment ça s'appelle, Dion? Isabelle Dion. Ouais, c'est ça. À l'université aussi, parfois, on nous raconte des salades, mais de peur d'être pénalisé à l'examen, tu fermes ta gueule. Parce que, non, c'est pas. Donc, moi, je trouve que le cœur de tout, c'est la cellule familiale. C'est les valeurs, d'abord, dans un milieu restreint, et ça augmente graduellement jusqu'à ce qu'on atteigne des valeurs universelles, des perspectives universelles et donc de droits universels. Parce que quand on prend la déclaration universelle des droits de l'homme, déjà, ils ne veulent pas le changer, là, des droits humains, cette déclaration, elle est parachutée du haut vers les pays, mais est-ce que ils l'ont tous signé pratiquement, mais est-ce qu'ils l'appliquent? Pas du tout. Ça veut dire si t'as grandi dans une famille normale, avec des valeurs normales, tu pourras avancer. Si ta mère te demande d'aller faire la cuisine et de servir ton frère systématiquement depuis ton âge de 6 ans, tu vas trouver que c'est naturel d'être une petite fille soumise au service des hommes. Donc, c'est ça. Pour moi, ça démarre d'en bas pour atteindre. Mais si c'est l'universalisme,
me dicte à moi comment je dois être, alors que moi, je l'ai jamais été. Et on m'a jamais appris ça. Et pensez-vous que la lutte pourrait aboutir? La réponse est non. Il y a un problème au niveau de l'éducation. Et bien sûr, en deuxième lieu, l'instruction, les lois. Après, il y a les luttes de tout un chacun et des associations. C'est tout ça qui va faire en sorte à ce qu'on soit libéré. Mais moi, ce que je vois pour finir, c'est qu'il y a un recul, pas seulement au Québec, au Canada, il y a un recul partout. Et je vous invite à voir le film qui est sur Netflix ces jours-ci, ça s'appelle Le Scandale. Ça résume un peu comment on perçoit la femme, même au 21e siècle. Merci. OK. Moi, je veux juste rappeler qu'il y a dans le site de PDF Québec, dans le dossier de ECR, Éthique et culture religieuse, je crois qu'il y a 2 ans, il y a eu pas tout à fait 2 ans, un webinaire sur la question de l'éducation à la sexualité, là, parce qu'on a posé ça comme question. C'était Nadia Elmabrook qui en avait parlé, Réagent, puis Stella Milonakis. Alors, qu'est-ce qu'on veut enseigner à nos enfants à l'école dans le cours sur la sexualité? Il y a un webinaire là qui est fort intéressant que je vous recommande. Alors, Nanda, tu as levé la main. Oui, c'est ça. T'enlèves ton micro. Parfait. Oui. Non, on parlait, ça fait quelques minutes de la gestation pour autrui, bon, de la grande marchandise, les corps des femmes pour la prostitution. Parce que je partage totalement avec toi, Michel, que c'est pas travailleur du sexe, c'est de la prostitution. Mais je trouve aussi, peut-être parce que ma tête est toujours très politisée, qu'il y a une dérive du néolibéralisme qui se cache même dans les gens qui se disent gauchistes. Il y a des partis politiques ici et dans d'autres parts dans le monde qui disent qu'ils sont gauchistes, mais c'est totalement absurde parce que si on était gauchiste, on parlerait déjà d'éducation publique, de faire des écoles mieux équipées, de préparer bien les profs. Mais c'est tellement plié sur nous-mêmes, je dis nous pour généraliser, que tous ces gens, c'est mon droit, c'est comme des enfants gâtés, c'est mon droit, je veux un enfant, je suis une lesbienne, ou moi je suis un homosexuel et je veux un enfant et je veux ça. Tu peux pas adopter? Non, je veux un enfant, c'est fabriqué, c'est les caprices, je peux payer. Ça, c'est du néolibéralisme pur et dur. Et le néolibéralisme, peu importe la dignité de personne, tout s'achète. La dignité a un prix. Tu peux te payer, et je donne un exemple, celui qui a créé le Cirque du Soleil, il est pas mal signalé pour payer des prostituées noires. Il y a tellement de hommes riches, très riches, qui peuvent parler avec totale liberté et cynisme qu'ils aimaient les prostituées, je sais pas, asiatiques ou noires, tout ça. Et il y a des gens qui l'admirent. Il y a des gens qui les donnent le traitement du monsieur à tous ces bandes dégueulasses. Pourquoi? Parce que c'est le néolibéralisme qui s'impose. Une fois arrive un crime d'honneur ici au Québec, par exemple, pour donner un exemple concret, il y a des gens de la politique qui disent non, tout ce qui nous intéresse, c'est que toutes ces femmes des communautés puissent avoir un emploi. Comme si l'emploi pouvait cacher tous les abus qu'il y a envers les femmes, les mariées de force, supporter la violence conjugale, la maltraitance des frères aînés. Et je trouve que tout ça, c'est une dérive ou rendre romantique l'idée, ah non, les immigrés, les pauvres immigrés. Moi, j'aime pas la pitié envers moi. Moi, être immigré ne me rend pur, ni plus pur par rapport à vous, les Québécois ou les Canadiens de souche. Il y a pas mal, ce que j'ai trouvé beaucoup plus au Canada et au Québec, c'est des immigrés vraiment à droite qui veulent faire l'argent à n'importe quel prix, soit en faisant le proxénétisme, soit en faisant la mafia de l'immobilier, parce que le côté immobilier, c'est très mafieux. Et ils se cachent derrière ça, et les gens et quelques politiciens d'ici, pour avoir les votes, pour avoir des gens qui vont aux urnes pour eux,
ils vont faire semblant que tout va bien, ah, vous êtes les bienvenus. Non, mais il y a des gens qui devraient jamais être bienvenus ici parce qu'ils viennent pour exploiter, pour rendre plus cher les logements parce qu'ils vont acheter en masse plein de bâtiments. Donc, arrêtons de rendre romantique avec des lunettes roses l'immigration. L'immigration, c'est des êtres humains comme nous tous. Ça veut dire avec tous les défauts et les qualités. D'ailleurs, et la l'immigration pour autrui, c'est la chose la plus néolibérale et dégoûtante qui existe. Oui, le néolibéralisme, d'ailleurs, glisse beaucoup vers les droits individuels. Puis les droits collectifs des femmes, des enfants, de ne pas être des marchandises, ils sont mis de côté. Alors, donc, il y a un glissement qui se fait. Alors, il faut que ça puisse... le mouvement féministe essaie de regarder ça, mais aussi de faire un stop à ça. Alors, on est en train, et je me rappelle bien la question du lancer du nain qu'il y avait en France, et puis que les nains, qu'on lançait physiquement comme un jeu, là, comme une boule de quilles, là, qu'on lançait, eh ben, ils disaient, c'est notre gagne-pain. Eh ben, ils sont intervenus pour dire non, même si c'est ton gagne-pain, c'est contre la dignité des nains. C'est-à-dire que l'ensemble, c'est la même chose pour les femmes, c'est l'ensemble de la dignité des femmes qui est atteinte. Ou des enfants. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant qu'on peut commander en GPA? Il y a une industrie qui est en arrière. Et c'est ça qu'il faut décortiquer. Puis c'est ça que, avant de conclure l'événement, là, parce qu'on a dépassé un petit peu le temps, mais moi, j'ai encore du temps. Alors, donc, Marilyn Nadeau, tu as la FEAS de Laval, avec qui je milite aussi à la FEAS. Qu'est-ce que tu voulais intervenir sur ce sujet précis-là ou autre chose, Marilyn? Non, mieux. OK, vous m'entendez? Oui. Donc, à savoir, moi, présentement, j'ai des grosses préoccupations relativement à la dignité des femmes ukrainiennes. Parce que lorsqu'il y a des guerres, on sait aussi qu'une arme de guerre, c'est le viol. On n'entend pas beaucoup parler, mais je t'inquiète relativement à ça. Donc, puis ça me surprend beaucoup est-ce qu'effectivement il y a un respect des femmes ou bien c'est quelque chose qu'elles vivent présentement? Oui. Le viol comme arme de guerre en République démocratique du Congo, les femmes ont payé, hein, vous le savez, avec le docteur Mukwege qui recoue ces femmes-là qu'on a massacrées physiquement, tirées, entrées des choses dans leur vagin, etc., pour bien être sûr qu'on les domine. Les femmes sont objet de domination. Merci Marilyn de nous avoir rappelé ça. Il y avait Jamila Hadar aussi, que tu as demandé la parole, Jamila. Alors, oui, je vais demander, je vais pas vraiment, ce sera pas long, mais j'ai décidé de ne pas intervenir, mais je viens de changer d'avis. Nanda, je suis pas d'accord avec les angles que vous avez choisis par rapport on dirait que vous endossez beaucoup de choses à l'immigration. Un immigrant, ben, vous êtes immigrante, je le suis aussi, ok? Le problème est ailleurs. Le problème, c'est au niveau systémique. Tu arrives dans un pays, tu vas trouver, il y a du favoritisme, on ferme les yeux sur certaines choses, on ouvre les portes à certains groupes, à certaines sectes, on finance les écoles islamiques tout en sachant, par exemple, je suis musulmane, hein, mais je suis née musulmane, je sais pas quoi là, mais on finance les écoles islamiques tout en sachant qu'il y a des dérives à l'intérieur, que le programme pédagogique n'est pas respecté, qu'il y a l'endoctrinement. Ça s'applique sur les écoles juives, arméniennes. Exactement. La liste est longue, ok? Est-ce que c'est moi, l'immigrante, qui suis responsable de cette catastrophe? Pas du tout. Même l'enfant arménien, l'enfant algérien ou saoudien ou syrien qui vient, vous voyez les 25 000 Syriens qui sont venus au Canada il y a quelques années, c'est très récent. Mais cet enfant-là, réfugié, il débarque au Québec. Ben, là où il atterrit, il va évoluer. Il va évoluer selon ce qu'il a trouvé comme message, comme contenu. Donc,
je trouve que le gouvernement, il ferme les yeux sur des dérapages énormes. Quand moi, l'Algérienne, je dis faites attention. Ben, vous savez, quand on s'est prononcé sur la loi 21, faut que vous sachiez le nombre de menaces qu'on reçoit, le nombre de trucs, etc. Vous nous avez trahis, vous avez trahi votre communauté. Non, j'ai pas trahi ma communauté. Ma communauté, c'est celle qui partage mes valeurs. Les valeurs humaines, les libertés, etc. Oui, il y a l'identité, il y a l'appartenance, il n'y a pas de problème, on ne trahit pas sa famille. Mais je peux être contre mon père s'il ne partage pas ma vision des choses. Mais le problème c'est qu'on trouve que c'est carrément des partis politiques, c'est des lois du gouvernement qui sont contre nous. C'est que c'est moi la méchante, mais les autres, ils sont corrects. Ben écoute. Est-ce que tu dénonces, Jamila, Oui, tu dénonces la lâcheté peut-être de certains politiciens qui s'alignent sur la rectitude politique, qui n'ont pas le courage de défendre le bien commun? Moi, je trouve que la politique, on ne peut pas l'associer au courage, c'est des calculs. La fin justifie les moyens. Ils veulent des gens qui voteraient pour eux. On leur a donné des garanties, les chefs de tribus, entre guillemets, on leur a donné des tribus, des garanties que telle communauté votera pour vous, tel ceci, tel cela, mais ils sont en train de jouer avec les acquis. D'ailleurs, j'ai pas parlé de ça tout à l'heure. C'est quoi le combat actuel? C'est sûr que la lutte doit continuer pour les droits des femmes, mais les droits de l'individu tout court. Il y a des acquis arrachés grâce aux luttes incroyables à travers les siècles. Maintenant, je les vois, au lieu d'en arracher d'autres, on voit les acquis en danger. Et en plus, dans des pays dits démocratiques. Je suis désolée, l'Algérien, il vient d'Algérie ici pour vivre bien. Eh bien, il ne reconnaît plus ses enfants. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il a fui l'intégrisme. Son propre enfant de 15 ans est devenu intégriste. C'est pas à la maison. Ça s'est passé à l'extérieur. Où? Donc, il faut qu'on se pose des vraies questions. C'est pas l'immigrant. L'immigrant, déjà, le fait qu'il s'exile est victime. Donc, il faut pas lui coller tout sur le dos. Mais la loi de ce pays-là, je veux dire, les lois, la justice, la gestion des autorités, etc., il y a un sérieux problème. Un sérieux problème au Québec en particulier. Hein. Je ne sais pas. Là, je parle, moi, ou une autre femme parle de l'intégrisme, ils nous disent que vous êtes traumatisés. Comment ça, je suis traumatisée? Bien sûr, je suis traumatisée, mais j'ai vécu le terrorisme. Je vous dis que c'est dangereux de fermer les yeux. Je vous dis que le foulard symbolise, c'est l'étendard des frères musulmans, de l'international des frères musulmans. Je le dis, je pèse mes mots, je le dis, mais si c'est une question juste de tissu, tu peux même sortir toute nue, ça me dérange pas. Ou toute couverte avec un sac de plastique, ça me dérange pas. Le problème, c'est ce que les choses symbolisent et envoient comme message. Politique, idéologique et, je dirais même, fasciste. Attendez là, mais on ferme les yeux. C'est pas l'immigrant. L'immigrant, il est déjà saturé. OK. Il faut le protéger. Merci pour cette prise de position énergique, j'aime ça. Nanda, est-ce que tu penses que tu peux te résumer en 2 minutes, puis après, il va y avoir Nadia Alexa? Oui, Parce que on a dépassé là, mais moi, j'ai pas de problème, là. Mais il y avait une petite conclusion quand même. Mais Nanda, 2 minutes pour répondre. Oui, Jamila, je pense que tu n'as pas écouté tout ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a des politiciens ici et des partis politiques qui, pour les votes, pour les urnes, prennent ce truc-là de dire, les pauvres immigrés, parce qu'ils les utilisent. C'est instrumentaliser les immigrés. Et rendre cette idée rose, les pauvres immigrés, c'est parce qu'ils ont besoin des votes. C'est ça que j'avais dit. Donc, vous êtes d'accord? C'est ce que je comprends. Oui, mais pas totalement. Ouais. Et aussi, j'avais dit une chose que peut-être non, que tu n'es pas d'accord. Tu dis, l'immigré, c'est déjà une victime. Non, je ne trouve pas que tout immigré est une victime, c'est généralisé. Pas tous les gens qui ont immigré ici, c'est une victime. Et moi, comme Colombienne, je le sais parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commis des crimes contre l'humanité qui sont privilégiés ici au Canada. Ils sont des immigrés et ce qu'ils méritent, c'est d'être expulsés du Canada.
Donc, je ne vais pas rendre jamais l'idée de que les pauvres immigrés, non, je veux qu'on soit, ça, les immigrés, on est comme tout le monde. On a des bonnes personnes, des mauvaises personnes, des gens qui n'ont pas d'éthique, des gens qui profitent, de toutes sortes de personnes. On a toute la gamme de personnes. Alors, je ne veux pas qu'on soit les pauvres immigrés purs et que vous, les méchants blancs, vous me recevez. On est des fois, je connais plein d'immigrés qui aiment être l'instrument d'un politicien parce qu'ils ont besoin de quelque chose en échange. Et c'est ça qui se libère. Et les deux, ils ont besoin. Il y a certains leaders de communautés ici, d'immigrés, qui ont besoin de ces politiciens malhonnêtes parce qu'ils ont besoin de se nourrir. C'est une espèce de mafia qui se crée. C'est ça que j'ai dit. Merci, Nanda. Alors, il y avait Nadia Alexandre, 2-3 minutes. Est-ce que c'est possible, Nadia? Oui, moins que ça. Bonjour. Je me demande si c'est la gauche qui est en train de promouvoir ces idées néolibérales, malgré que c'était la gauche autre temps qui défendait la laïcité. Et maintenant, c'est la gauche qui ne défend pas la laïcité, qui condamne la laïcité et qui interpelle toutes ces idées biscornues là des trans, de opérations sexuelles. Je comprends pas qu'est-ce qui est arrivé à la gauche qui autrement défendait la cause que nous défendons maintenant. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est une grosse question, hein? Mais par rapport à la gauche, qui trahit la laïcité, qui trahit beaucoup de choses, c'est ce qu'on appelle la gauche qui a été influencée par l'idéologie intersectionnelle, qu'on appelle maintenant un mot un peu barbare, le woke ou le wokisme. Écoutez, j'aurais jamais pensé que même le premier ministre aurait dénoncé ça publiquement. Je pensais que c'était pour quelques initiés. Mais il y a un livre qui a été publié par Normand Baillargeon comme rédacteur et puis Rachad Antonius, qui vient d'être publié sur liberté d'expression, race et identité, dans lequel il y a 2 chapitres réageant sur la question du genre, puis moi aussi sur la question du genre, mais il y en a sur la laïcité, il y en a plusieurs. Comment la gauche a dérivé actuellement vers une droite, sans même s'en rendre compte. Ça, c'est désolant. Mais il y a eu tellement d'excès comme brûler des livres en Ontario, là, des bandes dessinées, que ça fait sortir. La même chose en France. Il y a un mouvement de réaction à ce balancement qui est le balancier qui est allé beaucoup trop loin, a permis tout au nom des pauvres immigrés, des pauvres pauvres, les Noirs, et on s'est mis à opposer les femmes les unes contre les autres. La solidarité, là, ça parle de déconstruire, mais ça déconstruit juste la société occidentale et déconstruise rien d'autre. Tout est merveilleux en dehors, il n'y a rien que nous qui sommes des coupables, vous voyez, c'est pas mal la dichotomie, les bons, les méchants. On est en train d'en sortir, mais il y a encore des traces de ça. Alors, si je me permets, est-ce qu'un dernier appel à Nicole Vermette, est-ce que tu as réussi à débloquer ton micro, Nicole? Non. Bon. Alors, je voudrais faire peut-être rassembler, pas qu'on se quitte. Alors, je vous recommande le livre auquel sans doute tu as déjà mis ton œil dedans, Nadia. Alors, pour conclure cet événement, je suis vraiment contente de la qualité des débats. Vraiment, j'ai trouvé ça sensationnel. J'en aurais pris d'autres. Et puis, on va en faire plus fréquemment de ces débats-là. Alors, j'espère que vous allez être là. Alors, je voudrais conclure. Les femmes partout dans le monde ont le courage de lutter pour leurs droits. Rappelons le courage des femmes afghanes qui ont osé manifester après l'arrivée des talibans. Je pense que j'aurais pas eu le courage qu'elles ont eu.
Alors, mais aussi le courage des femmes iraniennes qui encourent le fouet et la prison quand elles enlèvent leur voile. Et on les voit là, les places publiques suspendre leur voile, chapeau au lieu de voile aux femmes. Alors, des femmes ne se taisent plus comme dans la campagne nord-américaine. Laissez-nous parler, let us talk, ok? Il y a des femmes nord-américaines de culture musulmane qui veulent avoir le droit de critiquer le voile. Jamila Adam nous a dit combien il y avait des rétroactions négatives qui leur viennent quand elles prennent position comme ça. D'autres femmes se battent contre l'intimidation, la pornographie, l'exploitation sexuelle, la prostitution, la violence conjugale et les agressions sexuelles, notamment des femmes autochtones. Chapeau aussi. Des femmes se solidarisent au plan international, la SIAM, entre autres, auquel on participe, PDF Québec, pour dénoncer, faire demander l'abolition du recours aux mères porteuses. D'autres défendent en cours, la loi, devant la loi, la laïcité comme projet de société. Et merci à nos vaillantes féministes qui défendent la loi 21 en cours d'appel. Très bientôt, on va vous tenir au courant. Mai, juin, on va défendre la cause. PDF Québec s'est engagé là-dedans et des milliers de dollars ont été engagés de notre organisme pour défendre la laïcité en cours. En Afrique, des femmes se battent contre les mutilations et les mariages forcés, de village en village pour convaincre, ok? Défendre des petites filles. En Afrique, donc. Enfin, d'autres comme J.K. Rowling, très connue, J.K. Rowling, qui encourt la censure et les menaces pour défendre les femmes. Parce que les femmes qui sont menstruées, mon Dieu, quelle horreur d'oser affirmer que les femmes sont menstruées et que celles qui prétendent être femmes, elles ne sont pas nécessairement menstruées, justement. Pour empêcher, donc, le patriarcat d'invisibiliser les femmes et de bafouer leur droit à la sécurité et à l'équité, la sécurité des femmes prisonnières, à l'équité des femmes dans les épreuves sportives. Comme les attaques des adversaires s'organisent au plan international, nous aussi, les femmes, nous devons agir tant sur le plan local, exemple contre la loi 2, on va organiser une manifestation, alors vous allez en entendre parler, sur le plan local et aussi international. Entre autres, comme ce midi, beau travail qui est fait par l'organisation, avant qui s'appelait WHRC, maintenant WDI, c'est-à-dire Women's Declaration International, qui font des webinaires en français tous les mois. Donc, les femmes s'organisent au niveau international. Merci à toutes ces femmes inspirantes qui défendent les droits des femmes partout dans le monde. Et à ce sujet, je voulais vous annoncer, peut-être une primeur pour plusieurs, que demain, il y a un tout nouveau front féministe au niveau international qui publie le manifeste qui s'intitule « Liberté, égalité, féminisme ». Demain, il va apparaître sur notre site Internet et de site Internet un peu partout dans le monde. Ce manifeste a été co-signé par plus de 33 associations et des réseaux de 4 pays, Belgique, Canada, France, Italie, qui ont travaillé sur ce manifeste. Et puis, je trouve que c'est un bon début, j'ai aimé le titre « Front féministe » pour faire front internationalement contre les dérives dans lesquelles on veut et la censure dans laquelle on veut enfermer les femmes. Les dérives de la gauche, moi qui suis de gauche, ça me fait beaucoup de peine. Donc, surveillez sur notre site Internet le Front féministe qui présente Liberté, Égalité, Féminisme et le 8 mars, donc c'est pour souligner le 8 mars, donc déjà demain, 7 mars, lundi, et le 8 mars, dans la revue 50-50 qui défendent les femmes, le féminisme va être publié sur le site web de la revue. Puis, vous allez le trouver sur le site web de PDF Québec aussi. C'est un très, très bon, en 10 points, un très bon manifeste sur lequel beaucoup de femmes ont travaillé au niveau international.
Alors, je trouve que ça augure bien du travail qui est fait ici, sur nos lois à nous, mais du travail en sachant que la bataille, c'est internationalement qu'on va, parce que la gauche, elle dérive, Nadia Alexa, elle ne dérive pas juste au Québec, elle dérive un peu partout, mais je vois, moi je suis abonnée à Revue Marianne, et puis je vois que le mouvement, il y a des mots maintenant pour le dire et dénoncer le phénomène, ce qu'il n'y avait pas avant. C'est souvent, comme ça a commencé à glisser dans le monde anglophone, je voyais qu'il y a beaucoup de jeunes, justement des jeunes anglophones, plus encore que au Québec, il y a un certain retard, mais ça va venir au Québec aussi. Ces jeunes-là, on compte sur des jeunes comme Alexandra, mais ça demande effectivement beaucoup de courage. Quelqu'un m'a écrit hier comme quoi banni à vie de Twitter, osez dire que t'es pas femme parce que tu décides de l'être. Et puis moi, je réponds toujours, si le sexe, c'est une question de continuum, puis une question de ressenti, le sexe, ben à ce moment-là, achalez pas les femmes pauvres et vulnérables pour qu'ils vous portent des bébés. Vous avez juste à le ressentir, vous allez voir, vous allez être capable d'en faire des bébés. OK? Alors, c'est en mettant aussi toutes ces contradictions. Ah non, là, on a besoin de femmes. Là, il faut se mettre nos utérus à disposition. Ah, il n'y a plus rien. C'est plus une question de ressenti. Alors, il y en a marre, c'est ça que le Front féministe ou WDI dit, on va avancer au-delà de des divisions qu'on essaie de créer pour que les femmes continuent de reprendre la marche dans laquelle ils étaient et ne pas faire de recul, comme nous a dit Jamila Hadar, là, où il y a un peu de recul dans l'obscurantisme et les femmes combattent. Alors, moi, je vous remercie beaucoup de votre participation. Et ce n'est qu'un au revoir, parce que il y a des femmes à l'intérieur du CA qui veulent faire tous les mois un webinaire, une discussion, etc. Vous avez pas fini d'entendre parler de PDF. Et puis qu'on va diffuser la bonne nouvelle, parce que oui, il y a une bonne nouvelle. On s'organise et on se bat. Alors, merci à toute l'équipe technique. Merci à toutes celles qui ont participé, qui ont pris la parole. Formidable. Alors, merci. Merci. Merci André, je te vois. Merci, à la prochaine. Merci Jamila Hadar, c'est formidable. Salut. Au revoir. Merci à tous. Merci Nanda, merci particulièrement Alexandra et Martine qui a vraiment fait beaucoup de travail. Jean-Paul qui a filmé Jeannette, on peut applaudir Jeannette, mais c'est pas là. Moi, je l'applaudis toute seule dans ma maison. Alors, merci à toutes et au plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci Martine.